Alors, bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on attende quelques petites minutes encore les derniers retardataires et on va démarrer. Bien, allons-y. Les derniers nous rejoindront. Bonjour, bienvenue donc à ce webinaire CCI Alsace Métropole. Je suis Michel Fagot, conseiller numérique à la CCI, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'orchestrer ce webinaire consacré à la conformité des sites web. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Roby, qui est consultant RGPD et DPO chez Actsil et qui va lui-même se présenter dans quelques instants. Je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. Il durera de 30 à 40 minutes, on va dire, de présentation et il sera suivi d'une période de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions par écrit. C'est plus facile après de les organiser. Vous pouvez également lever la main et on activera le micro si besoin, si quelqu'un veut prendre la parole. Cette session est enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI. On enverra un lien à tous les participants pour qu'ils puissent revisionner. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Thierry Roby. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis consultant RGPD, formateur également, et donc régulièrement je fais des audits de sites, et donc c'est dans ce cadre-là que la CCI m'a invité à intervenir. Donc, alors, je vais partager du coup le support pour un petit peu, voilà, pour que ce soit plus facile. Donc là. Je vais me mettre en mode lecture, ça va être plus simple. Ça, vous voyez bien le support? Oui, c'est Oui, très bien. c'est OK. Donc effectivement, je pense que la plupart d'entre vous avez un site web. Un site web, effectivement, est un support de communication pour votre entreprise, pour l'image de votre entreprise. Et donc, l'objectif étant de transformer des internautes, des visiteurs en clients ou au moins en prospects dans un premier temps. Donc, pour pouvoir transformer un visiteur en client, il faut donc pouvoir répondre à ses besoins de confiance, de rassurance. Et donc, pour ça, il faut principalement de la transparence. Donc, ça veut dire qu'il puisse bien identifier qui est le propriétaire du site, de pouvoir respecter donc la conformité, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, et également par rapport à la sécurité aussi informatique pour l'accès au site. La conformité réglementaire, c'est donc entre autres le RGPD, le fameux RGPD, donc qui réglemente le traitement de données personnelles, mais c'est également la loi pour la confiance en l'économie numérique,
La directive e-privacy, donc c'est l'article 82 de la loi informatique et liberté. Le droit de la consommation aussi avec la loi Hamon. Dernièrement, donc le règlement général sur l'accessibilité numérique. Donc ça, on l'abordera à la fin, c'est-à-dire le fait de permettre à toute personne de pouvoir accéder à un contenu en fait fourni en ligne. Donc la conformité d'un site web au sens d'un point de vue RGPD, en fait, elle repose sur 5 points de vigilance. La gestion des cookies, les mentions légales, l'information qui est collectée dans un formulaire et l'information aussi qui est fournie aux personnes qui vont remplir ce formulaire, la politique de protection des données et donc le niveau de sécurité proposé par le site web. Alors, ça, c'est ce qu'on a constaté donc à l'occasion d'audit. Donc, on a partagé un petit peu nos expériences entre différents consultants d'Actsil. On a constaté effectivement que sur la gestion des cookies, en fait, 35% des sites, de manière générale, ne respectent pas les recommandations de la CNIL, donc qui datent de 2020 et qui donc réglemente en fait la manière dont l'éditeur d'un site, le propriétaire d'un site, doit demander le consentement aux internautes à partir du moment où il va déposer des cookies qui sont pas des cookies nécessaires. Par exemple, les cookies de panier, mais donc à partir de là, il doit demander le consentement. Donc très généralement, en fait, la non-conformité en fait va se matérialiser de différentes façons. Soit le site donc dépose des cookies qui sont pas, qui sont des cookies marketing, analytiques, qui sont pas exemptés de consentement, et il n'y a pas de bandeau cookies. Donc un internaute va voir qu'on dépose des cookies, mais on ne lui demande pas son consentement. Donc là, ça, c'est un manquement qui est souvent constaté, ou l'information qui est fournie dans le bandeau est pas suffisante. On parle par exemple d'améliorer, qu'on dépose des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est pas suffisant en soi. Également, ça peut être aussi le fait que même quand il y a un bandeau cookies et qu'on refuse de déposer un cookies, à ce moment-là, le cookies se dépose quand même. Ça, c'est aussi une non-conformité. Le fait qu'on puisse pas non plus retrouver facilement le moyen de pouvoir réactiver le bandeau cookies, c'est aussi une non-conformité puisque la réglementation veut que quand on consent en fait au dépôt d'un cookie, on doit pouvoir à tout moment révoquer ce consentement qu'on avait fait. Autre point, un consentement, en fait, pour être valable au sens de la réglementation, il doit être spécifique. Donc, il doit être en fonction des finalités ou du propriétaire qui va déposer des cookies. Et donc, on ne peut pas consentir de manière globale à tous les dépôts de cookies. On doit normalement, le propriétaire du site doit proposer en fait de personnaliser ce choix et donc de spécifier pour quel type de cookies on veut bien qu'il y ait un dépôt et refuser éventuellement certains types de cookies ou certaines finalités. Par exemple, de la publicité ciblée, de l'analytique, ou en fonction aussi de qui est propriétaire des cookies, puisque souvent,
les sites web embarquent ce qu'on appelle des cookies tiers, donc typiquement Google, LinkedIn et d'autres. Et une personne peut très bien dire, moi, j'ai pas de problème avec le fait que le propriétaire du site dépose des cookies par rapport à sa propre exploitation, mais je ne veux pas que Google collecte de nouvelles données au travers de ma navigation. Donc, pour pouvoir matérialiser ce consentement spécifique, le bouton, en fait, les boutons accepter doivent être dans le même format, c'est-à-dire avec normalement la même taille, la même police, le même design, en fait, de manière à ne pas conditionner en fait l'acceptation des personnes. Donc ça, c'est la réglementation qui a été établie par la CNIL. En fait, on doit pas influencer le choix de la personne au travers du design des boutons du bandeau cookie. Donc là, voilà, vous avez un exemple parmi d'autres de spécificité sur les finalités du cookies. Donc la publicité personnalisée, la géolocalisation, le partage sur les réseaux sociaux et vous avez aussi l'analytique, etc., etc. Autre, autre bonne pratique, donc là, ça c'est plus une bonne pratique, c'est de pouvoir permettre aussi à la personne de prendre connaissance de toute la politique autour du dépôt des cookies. Donc là, dans ce cas-là, dans le bandeau cookie, on va mettre en même temps à côté du bouton un lien qui va renvoyer vers la politique cookies. Donc là, effectivement, voilà. Vous devez proposer en fait à vos internautes un moyen de pouvoir réactiver le bandeau cookie pour pouvoir éventuellement révoquer ou modifier votre consentement. Très souvent, ça se matérialise par un bouton qui va se trouver en bas de la page, soit à gauche, soit à droite, selon, ou dans le footer et qui permet donc en cliquant dessus de pouvoir réactiver le bandeau cookie. Alors, avant ça, avant les mentions légales, la difficulté, effectivement, c'est que quand votre site est géré par ce qu'on appelle un CMS, un gestionnaire de contenu, type WordPress, Drupal et consorts, les plugins qui gèrent le consentement aux cookies, en fait, sont pas forcément bien implémentés. Donc ça, c'est la difficulté. Donc il faut pas croire que parce que vous avez mis un plugin avec un bandeau cookie sur votre site, que pour autant il est forcément conforme. Il faut vérifier justement, donc soit en faisant auditer, soit en auditant vous-même avec des outils qui sont mis à disposition, que votre site ne dépose pas de cookies s'il n'y a pas de consentement. Donc, autre manquement qu'on a souvent constaté effectivement dans nos partages d'expérience, c'est par rapport aux mentions légales. Donc là, c'est pas le RGPD en soi, c'est la loi sur la confiance en l'économie numérique, donc qui date de 2004, mais qui a évolué dans le temps en fonction de la loi Hamon notamment et de la loi SREN dernièrement. Donc, il y a un certain nombre de mentions que l'éditeur d'un site doit faire figurer sur son site web. Donc, vous avez effectivement, voilà, dénomination, raison sociale, l'adresse, un numéro de téléphone si par exemple vous proposez une offre de biens ou de services pour que la personne puisse vous contacter pour éventuellement faire une réclamation ou une demande d'information. De toute façon, en fait, par rapport à la loi,
Donc ça fait partie des mentions obligatoires. Une adresse mail également en contact. Le capital social, donc ça c'est quand c'est une société, mais à minima également le SIREN ou le SIRET. Également le nom de l'éditeur de la publication quand vous publiez du contenu, par exemple un blog ou même un simple site web. Autre, autre non-conformité qui ont été constatées, donc ça c'est très souvent entre guillemets le parent pauvre de la conformité, c'est le formulaire où soit on demande trop d'informations, soit parce qu'il n'y a justement pas l'information, il n'y a pas de transparence sur qui collecte les données, pourquoi et comment les personnes peuvent exercer leurs droits. Donc là, on a l'exemple effectivement d'un formulaire où il n'y a pas de mention. Vous avez aussi d'autres points d'irritation, de difficulté. C'est par exemple au niveau de la civilité, si on s'en tient par rapport à la dernière jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a sanctionné en fait la SNCF parce qu'elle demandait la civilité. Alors, moi personnellement, j'ai pas d'avis sur savoir est-ce que c'est proportionné ou pas de demander la civilité. Toujours est-il que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que demander la civilité n'est pas nécessaire. Et effectivement, on n'a pas besoin dans l'absolu de savoir que c'est monsieur, madame. On a juste besoin du nom, prénom et d'un contact. Et donc, ça peut être considéré comme disproportionné, le fait de demander la civilité. Selon effectivement les finalités, peut-être la date de naissance et lieu de naissance pourrait paraître aussi disproportionné. Si c'est un simple contact, ça n'est pas forcément nécessaire. Donc, dans le formulaire, en fait, on ne doit collecter que les données qui sont absolument nécessaires. Dans la réglementation, les informations qui sont absolument obligatoires, donc sans quoi le formulaire n'est pas envoyé, doivent être matérialisées soit par une astérix, soit par un autre moyen, mais en tout cas, on doit indiquer à l'internaute les informations qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives. Et à la fin, à côté du bouton envoyer, il doit y avoir une mention d'information qui dit, voilà, les données sont collectées par l'entreprise machin ou l'organisme machin. Et aux fins de répondre aux demandes d'information, de devis, etc., etc. Et si vous souhaitez exercer vos droits, voici les modalités et voici le point de contact. Alors, les mentions d'information au titre du RGPD, depuis le RGPD, elles sont assez conséquentes, puisque vous devez informer l'identité du responsable de traitement, ses coordonnées, les finalités du traitement, c'est-à-dire l'objectif, en fait, pourquoi on collecte les données, les catégories de destinataires ou types de destinataires qui vont accéder aux données, les durées de conservation, les différents droits dont disposent les personnes, et ils se sont étendus depuis le RGPD. Donc, si vous mettez toute cette information assez dense sur une mention directement dans le formulaire, ça risque d'être un peu problématique en termes de lisibilité pour l'internaute. Donc, c'est pour ça que la CNIL reconnaît et recommande l'utilisation en fait, d'une information qu'on va communiquer à différents niveaux. Donc avec deux niveaux d'information. La première mention d'information dans le formulaire
et ensuite un renvoi vers les informations complémentaires qui sont typiquement dans une politique de protection des données ou dans une politique de confidentialité, mais donc un document en fait qui va compléter cette information de premier niveau. Autre point effectivement souvent constaté, mais qui n'est pas en soi en fait une non-conformité, dans le sens où si la mention qu'on avait sur le site web qu'on audite, elle comporte toutes les informations que j'ai évoquées là à l'instant, donc la finalité, les catégories de destinataires, durée de conservation, etc., etc. En soi, on n'a pas d'obligation à avoir une politique de confidentialité. Néanmoins, si on a donc des informations de premier niveau qui ne comportent pas toutes ces mentions, à ce moment-là, effectivement, il faut obligatoirement avoir une politique de confidentialité et une politique de confidentialité qui soit conforme au RGPD notamment. Donc, c'est souvent effectivement là où on peut avoir des difficultés parce que souvent, en fait, c'est plutôt des politiques qui sont obsolètes, c'est-à-dire qui ont été conformes à un moment donné, à un instant T, et qui, en fait, après, n'ont pas été mis à jour. Donc, c'est important aussi quand vous mettez en place une information de mettre à jour, comme on met à jour aussi un contrat type ou des conditions générales en fonction de l'évolution réglementaire. Donc, c'est ce que je viens d'évoquer effectivement. Voilà l'ensemble des informations que doit comprendre la politique de confidentialité. Donc, au titre du RGPD, mais également au titre quand le site dépose des cookies. Alors, les durées de conservation, donc ça, vous pouvez soit le définir par exemple en fonction d'un délai, ou sinon vous pouvez aussi fonctionner par rapport à un événement déclencheur. Nous conservons vos données durant la relation client ou durant le traitement de votre demande et nous le conservons jusqu'à, enfin, je veux dire, jusqu'à 3 ans à compter du dernier contact. Ce qui veut dire aussi après qu'il faudra purger les données. Alors, la conformité d'un site web, c'est pas uniquement pour faire plaisir à son DPO ou à son consultant RGPD, c'est surtout aussi pour pouvoir protéger l'entreprise contre un risque de sanction ou aussi un risque d'image. Donc, depuis 2014, effectivement, la CNIL dispose d'un pouvoir de contrôle en ligne. Donc, en fait, tout simplement, les agents se connectent sur l'ensemble des sites qui sont connectés à Internet, disponibles par Internet, et donc va faire un audit en fonction déjà des cookies. Si des cookies sont déposés, est-ce qu'il y a un bandeau cookies? Est-ce que ce bandeau cookies répond aux recommandations de la CNIL, donc les dernières datant de 2020? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que le bandeau cookie permet bien un consentement spécifique, etc., etc. Donc dernièrement, Google et l'entreprise chinoise Shein se sont fait lourdement sanctionner avec une publication de cette sanction donc qui alourdit en fait la sanction financière par une atteinte, une altération de l'image. Donc c'est pas voilà, mais il faut pas croire que ça ne concerne que les grands groupes. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 ans, la CNIL a mis en place des procédures dites simplifiées qui vont permettre de sanctionner plus rapidement les petits manquements. Donc ça peut être ce qu'on peut considérer comme un petit manquement, mais ça peut aller, la sanction peut aller jusqu'à 20 000 euros.
Donc 20 000 euros pour une entreprise, pour une TPE ou une PME, c'est une somme. Donc c'est pas, c'est un sujet. Alors, il y a effectivement la question aussi de l'accessibilité, puisqu'on on a parlé donc des principes d'implémentation du RGPD et de la réglementation sur la protection des données, mais il y a aussi les problématiques d'accessibilité. Donc, c'est-à-dire de permettre à des personnes, par exemple, malvoyantes, de pouvoir lire le contenu, d'en prendre connaissance. Donc, il y a la réglementation maintenant impose en fait aux éditeurs de contenu numérique de rendre accessible le contenu. Et dernière- dernier point avant de terminer, la question de la sécurité. Il faut savoir, est-ce que par exemple, premier point, le site est en HTTPS? Est-ce que le certificat donc, qui permet donc au site d'être en HTTPS, est-ce que ce certificat est toujours valide? Est-ce qu'il est bien conforme aux dernières normes? À savoir que si le site n'est pas en HTTPS ou que le certificat n'est pas conforme, c'est-à-dire que entre le nom du domaine et celui qui a produit le certificat, il y a une différence. Les navigateurs récents, que ce soit Firefox, Edge, en fait, par défaut, ils vont bloquer le site. Dans ce cas-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le site au mieux, le navigateur au mieux vous dit, voilà, le site sur lequel vous avez voulu vous connecter est dangereux. Est-ce que vous acceptez le risque et est-ce que vous y connectez? Mais donc ça, c'est la première étape. Et d'ici quelques années, le navigateur bloquera par défaut et sans demander à l'internaute s'il souhaite prendre le risque, il bloquera par défaut les sites qui ne sont pas en HTTPS ou qui n'ont pas un certificat valide. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que ça dégradera considérablement la lisibilité du site. Je vous remercie de votre attention. J'arrête le partage. Pardon, oui. Oui. Merci Thierry. Du coup, j'ai quelques petites questions qui ont été posées que je vais me permettre de te transmettre. Euh, la première, c'est est-ce que tant que l'internaute n'a pas cliqué sur le bandeau cookie pour accepter ou refuser, est-ce qu'on doit empêcher sa navigation sur le site ou est-ce qu'il peut quand même continuer à naviguer sur le site sans avoir donné de consentement? Oui, normalement, on doit pas le bloquer, ce qu'on appelle le cookie wall. La CNIL l'a rappelé, elle ne reconnaît pas cette pratique de bloquer la navigation. Et le fait aussi de continuer la navigation ne vaut pas consentement par défaut. Ça veut dire qu'il vaut refus par défaut? Oui. D'accord. Merci. L'autre question, c'est si un site ne collecte pas de données, notamment pas de formulaire, mais c'est juste un site d'info, j'imagine un site Mhm. vitrine, est-ce qu'il faut avoir l'information sur les cookies acceptés ou refusés? Est-ce qu'il faut le bandeau? Alors, si le site ne dépose pas de cookies, donc en dehors des cookies nécessaires, par exemple pour un panier d'achat ou pour une authentification, il n'y a pas besoin de bandeau. Là, le bandeau, c'est uniquement quand il y a un... Alors, je dis, il semblerait bon, je vais jusqu'au bout de ma phrase. Hmm. Le bandeau, en fait, c'est uniquement quand on a un cookies qui nécessite le consentement, à savoir un cookies publicitaire, marketing, analytique qui n'est pas exempté. Mais si on ne dépose pas de cookies ou qu'on ne dépose que des cookies qui sont nécessaires au fonctionnement du site,
on n'a pas besoin effectivement de mettre un bandeau cookies. Et si on ne collecte pas de données, donc il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'inscription à une newsletter, on n'a effectivement pas besoin de mettre une mention d'information RGPD. L'information, c'est uniquement quand on collecte des données, que ce soit par un formulaire ou via les cookies. Alors, j'ai pas trop. Je pense que t'as dû lire la question. Donc, c'était quoi? Mais t'inquiète, je lis les questions. Ouais. Oui. Merci pour les réponses. La question suivante, c'est effectivement, tu parlais des mentions détaillées, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des formulaires, on met des mentions sur des mentions minimales en fait Oui. de règlement, mais les mentions détaillées, est-ce qu'on finalement on peut toutes les mettre dans une page qui ce serait les mentions légales. Je traduis, hein, Oui. pardon, où on mettrait en fait l'ensemble de toutes ces informations sur une seule page qui serait la page de mention légale. Oui, oui, on peut mettre sur la page de mention légale, on met les premières informations donc, qui correspondent à proprement parler à la mention légale, et puis après on met aussi on va ajouter un pavé sur la politique de protection des données, hein. Il n'y a pas de. Oui, oui, tout à fait. Alors si mon site cible deux pays, ouais, ça a été trop vite. Pardon, alors j'ai dit, si mon cible deux pays, exemple la France et l'Allemagne, est-ce que je dois respecter la réglementation dans les deux pays? Oui. Et du coup, pardon. Comme effectivement à ce niveau-là, les Allemands comme les Espagnols sont beaucoup plus stricts, il faut toujours partir sur le mieux-disant. Donc Alors Daniel nous effectivement, disait ouais, pardon, oui. nous disait une chose, il semblerait qu'on aille vers l'abandon, oula, l'abandon, j'y arrive pas, du bandeau cookie, car au final, il semblerait que les internautes en ont tellement marre qu'ils finissent par tout accepter. Est-ce que cette info est vraie? Pas à ma connaissance, mais après je suis pas, enfin voilà. Moi, pas à ma connaissance. Enfin, au niveau professionnel, on n'en parle pas encore. Il y a Il y aura une évolution de toute façon parce qu'effectivement, vous avez Google, par exemple, qui est en train, depuis Google Analytics 4, de nous expliquer qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de savoir que c'est tel terminal qui est connecté derrière. Donc eux, ils ont une base de données tellement dense, tellement riche, que maintenant, effectivement, ils partiraient sur des profils donc où il y aurait plus du tout de question d'identification et donc se poserait plus le problème des cookies. Mais on n'en est pas encore là. Pour Bah, l'instant, il faut encore le bandeau. il faut reconnaître que c'est vrai que ça peut être pénible et agaçant de devoir systématiquement donner son avis sur chacun des sites. Mais c'est comme ça. Voilà. Bah, après, Euh, après, pardon, moi je sais que j'ai souvent, parce que avant de rentrer chez Acteci, j'ai accompagné, j'ai été DPO de commune. C'est souvent une réflexion que j'ai eue, c'est si vous l'utilisez pas, typiquement une commune, elle vend pas un service, hein, et donc si vous n'avez pas d'exploitation marketing, ben, dans ce cas-là, vous retirez les cookies et il n'y a plus de sujet. Donc c'est peut-être, même si effectivement vous êtes une entreprise, elle a besoin de vendre, mais c'est donc la question de savoir, c'est par exemple, est-ce qu'une entreprise va vraiment exploiter les informations qui sont collectées au travers des cookies pour mieux comprendre le parcours, mieux comprendre d'où viennent les personnes. À ce moment-là, effectivement, il faut quand même qu'elle maintienne son bandeau cookies, mais si elle a finalement pas besoin de ces informations-là, peut-être que la solution, c'est de se limiter à ce qu'elle va exploiter. Et donc, dans ce cas-là, quand elle a plus besoin de cookies, de le retirer. Comme ça, il n'y a plus de sujet, il y a plus besoin d'avoir un bandeau cookie. Je sais oui, pas merci, si c'est j'ai. clair. Ouais, c'est très clair, merci. On nous demande aussi, est-ce que le choix de mon hébergeur peut impacter la conformité de mon site?
Oui, dans une certaine mesure, c'est surtout si on choisit un hébergeur qui est non européen. Là, typiquement, j'ai l'exemple comment, de, de barreaux d'avocats que j'accompagne et qui, à un moment donné, enfin, le Web Agency envisageait comment, de faire héberger le site sur un hébergeur canadien, sachant que le Canadien est partiellement adéquat et que donc l'adéquation ne concernait pas les activités d'avocat. Donc là, moi, j'ai recommandé de rester sur de l'hébergement européen. Mais donc, à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas de souci. C'est surtout si on choisit un hébergeur autre qu'européen ou faisant partie d'un groupe américain comme Amazon, enfin AWS, Google et compagnie. Si, alors en tout cas, je constate, c'est intéressant hein, que le sujet suscite pas mal de questions, donc ça prouve que c'est Tant vraiment mieux. intéressant. La question suivante, est-ce que les bandeaux avec lesquels il faut payer si on veut refuser les cookies, est-ce que ça c'est quel est ton avis sur ce sujet, notamment pour les sites de C'est-à-dire, presse? voilà, ok, c'est bien ça. Donc, on a un article de presse et on nous propose donc soit de déposer des cookies, soit d'acheter l'article, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est légal. Ça, c'est la CNIL a considéré qu'effectivement, c'est contrairement au cookie wall qui consiste en fait à bloquer purement et simplement un internaute, c'est une alternative qu'on propose d'acheter un article en alternative au fait de déposer des cookies. C'est une logique économique aussi. En même temps, je pense que vous ne souhaiteriez pas proposer des produits gratuitement à vos prospects. Bah, de la même manière, effectivement, un producteur de contenu de presse va pas proposer le contenu pour lequel il a payé un journaliste gratuitement. Donc ça, c'est autorisé. Reynald indique, oui, si on fait du SIA, on peut pas se passer de cookies. En effet, Mm. donc là, tu as Mm. déjà plus ou moins Ouais. répondu finalement. Les cookies, si on peut s'en passer, on Mm. n'en met pas, mais en général, Oui, oui. dès lors qu'on a des fonctionnalités avancées telles que du SIA, on ne peut pas y couper, Et quoi. dans ce cas-là, donc quand on est dans ces fonctionnalités avancées, il faut aussi relier ça aussi à la sécurité. Parce que si le site n'est pas en HTTPS, que les certificats sont pas à jour ou sont pas valides, pour des raisons techniques, hein, souvent, ça va impacter le ranking, ça va impacter la visibilité du site. Lorraine nous demande si on comment se retourner contre un faux site sur lequel on aurait pu passer une commande qui serait forcément donc pas livrée. Bah, alors, en tant que particulier, il y a la DGCCRF, donc ça fait partie de ses compétences. Après, il y a une question de pragmatique, c'est-à-dire que si le faux site en question est un faux site chinois et compagnie, bah comment vous allez faire le recours? Parce que le vilain, en quelque sorte, vous ne pourrez pas le toucher. Juridiquement, hein, j'entends. Donc, mais sinon, c'est dans les compétences de la DGCCRF. Oui, Merci. Sylvie a Sylvie a levé la levé la main. main. Oui, je Ouais. sais pas si le micro est activé et activable. S'il est activé mon C'est micro, bon, vous super. m'entendez là? Oui, très Oui, bien, oui, merci. Merci de me parfaitement. donner la main. Bonjour à tous. J'ai entendu dire que tous les sites qui étaient générés par l'IA ne seraient pas référencés ou ne sont pas référencés par Google. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou m'affirmer cette information? J'en ai pas connaissance. J'ai des doutes parce que je vois difficilement comment l'algorithme de Google peut détecter que le contenu est généré par de l'IA,
puisqu'il est derrière, il va être côté serveur. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. La seule chose, par contre, effectivement, c'est dans la lutte sur les faux avis. Là, par contre, D'accord. effectivement, ils ont Google notamment a la capacité maintenant, apparemment, à détecter, en fait, je suppose, par rapport au temps de production d'un avis, et puis par rapport aux adresses IP et compagnie. Et dans ce cas-là, effectivement, ils font le ménage sur les faux avis positifs. Mais sur le fait qu'un site soit produit par de l'IA, j'ai pas connaissance que ça impacte sur la lisibilité du site. Mais je pense qu'il y a peut-être quand même une part de vérité, parce que dès l'instant où il y a des lignes de code spécifiques liées avec l'IA, je pense qu'il y a moyen de tracer justement d'où est l'origine du site. Oui, oui, dans l'absolu. Mais en tout cas, moi, j'ai pas lu, j'ai pas eu connaissance d'une doctrine de Google pour exclure ça, surtout dans le contexte, en fait, d'autres paquets réglementaires, le DMA, enfin, le Digital Marketing Act, comment le dirait, aussi le DSA qui en fait vont obliger en fait à des opérateurs comme Google à s'efforcer d'être le plus neutre possible. Donc là, je pense que ça me paraît en fait assez contradictoire par rapport à la réglementation européenne qui a été mise en place et qui justement oblige en fait Google à ne pas exclure mais c'est la même chose aussi pour Amazon sur les places de marché, de ne pas exclure un opérateur parce qu'un opérateur utilise telle ou telle technologie. Mais par contre, c'est vrai sur les avis. Les faux avis positifs qui sont produits par des robots, ça par contre, effectivement, il y a un nettoyage qui est en train d'être mené. Oui, oui, ça j'avais entendu que c'était officiel, effectivement. Ouais. Merci de l'information. Désolé, hein, Si, du coup, tu as répondu aussi en direct à la question de Reynald, c'est très bien. Il y a une petite perche qui t'est tendue directement. Est-ce que tu aurais des bandeaux à nous recommander? Ah, je suis un peu en conflit d'intérêts. Ah Bon, oui, oui, voilà. Bah, c'est écrit dessus, non? alors, C'est ça, non? oui, je crois sur le support dans la dernière slide. Donc, effectivement, ActeSeal, par rapport en fait à tout comment cette expérience d'audit qui a été menée pour pouvoir proposer un service supplémentaire, complémentaire à ses clients, a mis en place, a développé donc un bandeau cookie qui s'implémente également sur WordPress et qui est déployé en différentes langues européennes. Voilà, mais je- là, je suis obligé par rapport à la réglementation, effectivement, préciser voilà, que c'est un produit mis en place par Actocil, mais par rapport aussi à notre savoir-faire, à notre expérience en termes de conformité RGPD. Après, sinon, il y a d'autres bandeaux cookies comme Acceptio, compliance, cookiebot, cookie yes, enfin, vous en avez un grand nombre. Typiquement, quand vous allez sur des extensions, des librairies WordPress, vous voyez tous les bandeaux, tous les plugins WordPress en termes de bandeaux cookies qui sont proposés. Donc, mais comme je l'ai indiqué, dans ce cas-là, il faut quand même bien vérifier que la configuration permet de respecter la réglementation. Merci pour la transparence et la neutralité de la réponse, mais effectivement, on aura compris que c'est votre spécialité, hein, Mm. c'est votre savoir-faire, c'est bien. Euh, Moi, j'ai une petite remarque juste parce qu'on le constate avec des échanges avec les entreprises qu'on accompagne. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion quand on parle de RGPD, c'est pas parce que le site internet est conforme RGPD que l'entreprise est conforme RGPD. Souvent, la réponse, on me dit oui, c'est bon, j'ai une case à cocher sur mon site. Oui, ce n'est pas suffisant pour pouvoir affirmer être conforme RGPD. Il y a également tout le traitement des données au niveau des systèmes d'information de l'entreprise qui sont indépendants du site internet. On est d'accord.
Oui, oui, c'est d'ailleurs valable dans les deux sens, hein. C'est-à-dire on peut avoir un site qui est conforme et, ne, et si on n'est pas conforme sur l'ensemble des traitements, bah, c'est pas bon. Et à contrario, on peut très bien avoir un site qui est pas conforme, mais si et avoir une conformité sur les traitements. Donc dans ce cas-là, on corrige en fait point par point les non-conformités. Mais effectivement, oui. C'est un travail d'ensemble à mener. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, au vu des slides qui ont été présentés, on constate bien qu'il y a encore beaucoup de travail, qu'il y a un certain nombre de sites qui, quel que soit le sujet de conformité, il y a un paquet de sites qui ne sont encore pas conformes. Augure de travail de votre part, il y a du boulot, et c'est vrai que c'est important de se mettre en conformité. Donc, alors, les slides seront-elles envoyées par mail? C'est une bonne question. Je ne sais pas, Thierry, si c'est Moi, possible ou pas. je te le renverrai et à ce moment-là, soit tu le partageras par mail ou sinon, je suppose peut-être en commentaire sur la chaîne où il y aura le Mhm. podcast. Enfin bon, ça D'accord. c'est. Mais il y a pas de souci. Puis dans ce cas-là, de toute façon, pour ceux qui seraient intéressés, dans la dernière slide, donc c'est le nom du bandeau cookies mis en place par Actocil, c'est Opla Cookies, voilà, en référence aux origines d'Actocil. Super. Voilà. Ah bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben merci à nouveau donc Thierry. Je vous rappelle qu'il existe des dispositifs d'aide, hein, on en a souvent parlé, mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est, qui vous permettent d'être accompagnés par des conseillers, notamment de la CCI. Ces dispositifs sont soumis à des critères d'éligibilité. N'hésitez pas à nous contacter sur digital@alsace.cci.fr et on pourra regarder ensemble bon, si vous êtes éligible à ces dispositifs. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'une aide et de valider un petit peu sa maturité digitale, de définir une feuille de route, enfin bon, pour que vous soyez au clair au niveau de votre digitalisation d'entreprise. Le prochain webinaire se tiendra le 9 octobre sur un sujet tout à fait différent. Pourquoi un CRM est-il vraiment un moteur de croissance? Donc, je vous invite à vous intéresser à ce prochain webinaire. Merci encore à Thierry Roby, merci à Actecil. Et ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis bah, à bientôt du coup pour un prochain webinaire. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.